Le coup de tocsin. Et c'est le coup de tocsin de François Coq, je rappelle, analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche. Je vais citer votre livre, Alerte à la souveraineté européenne, l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes et la chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Bonjour François Coq. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, et pardon pour le retard, mais ce sera aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. Alors, vous souhaitiez revenir vous aussi sur la réaction de la classe politique française suite à cet échange, évidemment, Trump-Zelensky. Donc, c'est intéressant, cette fois-ci, on prend l'angle français et politique. Alors, on vous écoute. Oui, moi je ne vais pas revenir sur l'altercation et ce qui s'est passé au sein du bureau Oval vendredi. Je crois que d'autres vont le faire après moi. Mais je vais revenir sur les réactions finalement sur la Oui. scène politique française et européenne et ce qu'elle nous enseigne. Alors pour ça, je vais partir d'abord du verbatim, de ce qu'ont dit les uns et les autres, parce que vous avez vu qu'il y a eu une réaction extrêmement concertée et extrêmement rapide vendredi dans les heures qui ont suivi ce qui s'est passé à Washington. Monsieur Bayrou, par exemple, le Premier ministre, qui disait que Monsieur Zelensky était l'honneur de l'Europe, mais qui disait surtout que il nous reste à décider ce que nous, Européens, voulons être. Donc vous voyez tout de suite quelle est l'inflexion qui est donnée. C'est ce glissement vers l'Union européenne. Monsieur Philippe, qui est un prétendant à la présidentielle, ne disait pas autre chose. Il disait l'Ukraine n'a pas été battue, elle est trahie, mais il disait aussi la France et l'Europe doivent être du côté de l'Ukraine. C'est notre avenir qui est en jeu. Bien évidemment, le ministre des Affaires étrangères, qui est le porte-voix de M. Macron, lui disait qu'il fallait lancer un appel aux Européens à passer aux actes pour assurer la sécurité collective et soutenir l'Ukraine. Oui. Même chose du côté de M. Hollande, qui disait qu'il fallait décider d'un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine et qui avait même pris d'une certaine manière de l'avance, car en grand géostratège qu'il est, il avait déclaré la veille que ce n'était pas la Chine qui était la cible de M. Trump, mais c'était nous autres Européens. Toujours la grande vue d'analyse et d'esprit de monsieur Hollande. Hmm. Mais pour revenir à ce qui s'est passé vendredi, Monsieur Glucksmann s'est bien évidemment mis dans la ligne droite de ceux qui sont au gouvernement. Il a déclaré en anglais, hein, comme toujours, Oui. quand bien même fût-ce la langue de ceux Du qui méchant, du nouveau avaient méchant. été Oui. jusqu'au clash, mais M. Glucksmann est un habitué du genre. Il a dit qu'il fallait lancer un appel aux Européens pour assumer seule notre sécurité et l'aide à la résistance ukrainienne. Je termine par M. Faure qui disait que le peuple français et l'Union européenne devaient faire bloc avec le peuple ukrainien, et par Mme Tondelier et M. Wauquiez, parce que c'est finalement toute une grande partie du spectre politique français qui employait les mêmes mots. Mme Tondelier disait l'Europe doit se réveiller, elle est seule, et M. Wauquiez ne disait pas autre chose. Il disait il est urgent que l'Europe se réveille. Bah, finalement, au moins, ça a une certaine façon un avantage, enfin, je le dis avec ironie, c'est qu'on voit pour une fois un unanimisme de la scène politique française. Il y a un unanimisme, et celui qui l'a bien perçu, bien évidemment, c'est M. Macron. Et il a compris qu'il y avait une espèce de momentum Hmm. européen à ce moment-là. Et il a bien vu qu'il y avait cette espèce de peur du vide, une agitation frénétique qui s'est emparée de la scène politique française pour un réalignement sur l'Union européenne. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le dernier exemple que je vais vous donner. Vous allez voir, je vais vous dire ce qu'a dit M. Attal, qui disait ce soir, les États-Unis ont perdu le droit de se revendiquer comme les leaders du monde libre. Ouais. Ce rôle nous revient à nous, Européens, qui n'est rien d'autre que la retranscription de ce que disait au même moment Kaja Kallas, vous savez, l'inénarrable commissaire aux affaires extérieures de l'Union européenne, qui disait, elle, aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, de relever le défi. Donc on voit bien qu'il y a ce réalignement sur l'Union européenne qui s'est fait sur la scène politique française. Monsieur Macron l'a bien compris, et donc il s'est dit que c'était le moment de déployer sa stratégie du choc. Et donc, lui qui était au même moment au Portugal, à Lisbonne, a déclaré, comme toujours, hein, c'est toujours quand il est à l'étranger qu'il fait les déclarations qui remettent en cause quelque chose qui est structurant pour la France. Il a donc déclaré vendredi soir qu'il était prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. Ouais, ça c'est quand même Alors, impressionnant. Ouais. eh oui, il faut donner quitus à M. Macron d'avoir déjà évoqué, mais à mots couverts, Hmm. cette Oui. question. Mais là, il a bien compris qu'il y avait une fenêtre de tir pour lui pour avancer.
Sauf que bien évidemment, il n'y a pas de pire moment que celui-ci pour avancer vers cette proposition. Que propose M. Macron, sinon aliéner notre indépendance stratégique souveraine pour un cadre qui est aujourd'hui inexistant et qui nous incapaciterait. Ce qui fait la singularité de la France, c'est que du point de vue de la dissuasion nucléaire, contrairement à la Grande-Bretagne, qui a une dissuasion nucléaire qui est intégrée au sein du dispositif de l'OTAN, ce n'est pas le cas de la dissuasion nucléaire française. Et donc la singularité française, par la dissuasion nucléaire et par sa place au Conseil de Mhm. sécurité de l'Organisation des Nations Unies, fait que si elle revendiquait qu'elle assumait la place qui est la sienne, ce serait la meilleure des protections, ce serait le meilleur des boucliers pour l'ensemble des Européens. Autrement dit, c'est en assumant d'être une France indépendante qu'on pourrait garantir la sécurité de nos partenaires. Ce n'est pas ce qu'a fait M. Macron, parce qu'il a un tropisme, vous le connaissez maintenant depuis longtemps, qui est que il veut toujours basculer sur l'échelon Européen. européen, et c'est une excuse pour lui pour ne pas agir. C'est comme s'il faisait des refus d'obstacles. Oui. Je vais vous prendre deux exemples pour cela. Ça avait été le cas il y a quelques mois quand il a refusé de sortir du marché européen de l'électricité. On sait très bien qu'il aurait pu le faire. Les Oui. Espagnols l'ont fait, par exemple. Les Mhm. Portugais l'ont fait également en partie. Mais lui, il ne voulait pas sortir du marché européen de l'électricité parce qu'il voulait que ce soit une décision d'abord au niveau européen. Mais la semaine dernière, encore, on a vu qu'il y avait une confrontation avec le gouvernement algérien sur la question des visas vis-à-vis de l'Algérie. Et quelle a été la proposition du gouvernement et de M. Macron sur le sujet? Ça a été de dire que la restriction des visas vis-à-vis du gouvernement algérien n'aurait lieu que dès lors qu'elle se mettrait en place au sein de l'Union européenne. Autrement dit, que le préalable de l'accord européen devait s'imposer et que donc la France, pendant ce temps-là, n'agissait pas. Ouais. Alors en plus, Macron ne s'est pas proposé, ne s'est pas contenté malheureusement de partager juste sa vision de la dissuasion nucléaire et du partage de la dissuasion nucléaire avec le reste de l'Europe, mais il a aussi parlé d'Europe puissance. Et oui, ça c'est son grand leitmotiv à Monsieur Macron. Je vous en avais déjà parlé ici, si vous vous souvenez bien, dans son discours de la Sorbonne de 2017, le premier discours très, très structurant, il nous parlait de souveraineté européenne. Mais à l'époque, il liait déjà cette idée de souveraineté européenne à la notion d'Europe puissance. Je le cite, il disait: la souveraineté s'exerce dans et par l'Europe, et elle consiste à conjuguer nos forces pour construire ensemble une puissance européenne. D'ailleurs, quand il a fait son deuxième discours de la Sorbonne en 2024, eh bien cette fois, comme il avait subi un certain nombre de rebuffades sur la souveraineté européenne, il a fait son second discours de la Sorbonne sur l'Europe puissance. Eh bien, cette Europe puissance, c'est ce qu'il a réaffirmé vendredi soir à Lisbonne. Il a dit: on est un marché, la mue qu'il faut faire désormais, c'est devenir une puissance. Je vous rappelle que même Jacques d'Europe, qui était un européiste plus que convaincu, Mhm. disait, et là encore je le cite: l'Europe puissance est une utopie du Quai d'Orsay, il n'y aura jamais d'Europe puissance. Eh bien, M. Macron, lui, se saisit de Oui. ce moment pour, dans sa stratégie du choc, aller vers l'Europe puissance. Et la première déclinaison, elle a été donnée hier depuis Londres, et il nous l'a signifié dans l'entretien qu'il a accordé à 4 journaux dominicaux. Il a annoncé qu'il y aurait un emprunt européen de plusieurs centaines de milliards d'euros pour une défense commune. Je vous laisse imaginer le niveau d'endettement que cela va traduire. Ouais, et puis Macron, quand même, et les Européens, vous pensez, sont tombés finalement dans un piège. C'est-à-dire que tout ça, c'est un piège Ben qui leur a oui, en été tendu. 48 heures, la boucle est bouclée. Si on reprend le déroulé, M. Trump a annoncé que les États-Unis allaient reprendre leur bille Oui. vendredi. Tout de suite, je vous ai décrit le mouvement qui a eu lieu. Les Français et les Européens, d'une même voix, avec les mêmes termes, avec les mêmes éléments de langage, se sont précipités pour bomber le torse et jouer les fiers à bras, et en disant que finalement, ils allaient prendre le relais, ce qui s'est concrétisé ce dimanche à Londres. Mais ce qu'il y a eu entre-temps, c'est que dès samedi, l'OTAN, par la voix de Mark Rutte, son secrétaire général, a sifflé la fin de la récréation. Mm. Non seulement M. Rutte a dit qu'il exigeait de M. Zelensky qu'il répare ses relations avec Donald Trump et l'administration américaine, mais surtout, il a donné la nouvelle ligne. Il a dit: il est crucial que nous restions unis, les États-Unis, l'Ukraine, l'Europe, pour que nous amenions l'Ukraine à la paix. Et il a même dit d'où venait sa pensée. Il a dit: c'est exactement
ce pourquoi le président Trump se bat. Autrement dit, on le sait depuis de longue date, l'OTAN est la voix des États-Unis. Et voilà comment monsieur Routeux a sifflé la fin de la récréation. Mais le message a été reçu 5 sur 5 par monsieur Macron, Oui. qui, je l'ai dit dans l'interview aux 4 journaux qu'il a accordé ce dimanche, s'est tout de suite empressé de dire oui, je pense qu'au-delà de l'énervement, il faut que tout le monde revienne au calme, au respect et à la reconnaissance. À court terme, nous devons tout faire pour garder le soutien des Américains. Autrement dit, la séquence est absolument désastreuse, puisque les États-Unis finalement ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, à savoir que l'Union européenne mette au pot, assume seule sa sécurité, mais malgré tout, continuer à garder l'Union européenne captive dans son giron. Alors je pose juste une question pour terminer sur ces bases-là. Ça nous amène à cette question-là. Monsieur Macron peut-il se départir de ce fédéralisme européen, de cette dogmatique souveraineté européenne, de son irréductibilité à l'Europe puissance? Est-ce que, pour parler en termes gramscistes, est-ce qu'il peut passer de la guerre de position qu'il mène contre son peuple à une guerre de mouvement qu'appellerait le bouleversement de l'ordre international? Bref, est-ce que monsieur Macron, sur la scène internationale, est l'homme aussi de la situation? On sait qu'il ne l'est plus depuis la dissolution sur la scène intérieure, mais est-ce qu'il l'est sur la scène internationale? Si je pose cette question, c'est que par exemple, la dissuasion nucléaire repose sur 2 piliers. Elle repose sur la crédibilité militaire, nous l'avons, mais elle repose sur la confiance politique. Or, celle-ci semble plus que érodée. On voit comment les Allemands ont tourné après les élections qui ont eu lieu la semaine dernière. Et donc, désormais, pour nous autres Français, eh bien, au regard des évolutions qui viennent d'être posées par le président Macron, cette question internationale doit infuser dans le débat français, et tous ceux qui auront dans les semaines et mois à venir à se prononcer sur la censure du gouvernement, mais donc d'une certaine manière sur le devenir de M. Macron, vont devoir prendre ces considérations en ligne de compte. Emmanuel Macron est-il l'homme de la situation internationale? La question est posée. Je devine un peu votre réponse, François Coq. Et je rappelle votre livre, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Merci encore pour cette... Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.